encore vers Linovo, quand venant acabar de soupar, les portes de l'Ustau se mettaient à 30 ans. Et puis l'Ustau elle-même commençait à débourrer, quelque faisait peur. Aquells grossos postes qui avaient 7 ou 20 mètres de long et qui pesaven beleu 12 ou 300 quilos, brandaven, començaven a estar en un bateu. Figueria un moment estabousi, et puis mon père se levait de table et allait vitement vers la porte en nous criant « Sortons vite, c'est un tremblement de terre ». Tout le village quasiment era per carrière, tant dans la grande carrière comme dans le balauard du milieu. Et tout à coup, disait ses impressions, les tremblements de terre, ou si vous voulez, un terratrème. Le 11 juin 1909, à 21h14, a lieu en Provence le séisme le plus catastrophique qu'ait connu la France durant le dernier siècle. Son épicentre est situé à une vingtaine de kilomètres au nord de Marseille, entre Rognes, Lambesc et Saint-Cana. Le séisme est si violent qu'il cause la mort de 46 personnes. On compte 250 blessés et de très nombreux sans-abri. Le nombre de victimes aurait été beaucoup plus important si à la tombée du jour, en été, à l'époque des foins, une grande partie de la population n'avait été dehors. Dans la nuit, les sinistrés sont isolés et livrés à eux-mêmes, les routes sont coupées, les fils électriques et le télégraphe sont détruits. Aucun secours extérieur au village n'est disponible avant une heure avancée de la matinée suivante, soit plus de 12 heures après l'événement. On recherche les victimes, on tente de sécuriser les lieux et on dresse les premières installations de fortune. Rapidement, l'armée est mobilisée sur place, plus de 700 hommes de troupes procèdent aux travaux de protection et de déblaiement. Les journaux s'emparent de l'événement et font la une sur la catastrophe. Puis vient le moment d'enterrer les morts. Le 13 juin est une journée de deuil dans toute la région. La presse lance une souscription pour venir en aide aux sinistrés. Cela permettra de construire à la hâte plus de 400 logements provisoires. Quand il s'agit de reconstruire, les modalités retenues ne sont pas partout les mêmes. Dans certains villages, on prend le parti de reconstruire des quartiers à l'identique. Dans d'autres, on réorganise l'espace par création de voies nouvelles ou de places. À Vernègue, on décide de reconstruire ailleurs, en contrebas du village sinistré. Cela peut-il se reproduire? Ben oui, malheureusement, puisque dans le monde entier, des séismes ont lieu tous les jours. Des milliers, des millions de séismes avec des forces, des tailles, si je puis dire, qu'on traduit en intensité ou en magnitude totalement différentes, mais des séismes, nous en subissons tous les jours. La Provence fait partie de ces régions où la sismicité est non négligeable, mais modérée, c'est-à-dire qu'on va subir régulièrement de tout petits tremblements de terre et un peu moins régulièrement des gros tremblements de terre tels que celui de Lambesc en 1909. Mais on ne pourra jamais avoir des tremblements de terre comme ceux qu'affectent l'Indonésie ou la Chine. Qu'est-ce qu'on a fait depuis environ maintenant un siècle? Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'en fait, la Provence est découpée par un certain nombre de failles qui peuvent, pour certaines, jouer et d'autres ne jouent plus. Des moyens scientifiques assez divers sont mis en place pour justement mieux étudier ces failles qu'on appelle actives, donc qui peuvent aujourd'hui produire des séismes qui peuvent être plus ou moins importants.
Donc, parmi ces techniques scientifiques, donc, ce sont des réseaux de sismicité qui permettent donc d'enregistrer les secousses sismiques actuelles. Ce sont des moyens pour analyser les événements sismiques passés. Et ce sont des reconnaissances, bien sûr, sur le terrain, donc, qui sont faites pour analyser l'âge des terrains et les déformations tectoniques qu'elles ont pu subir. Donc, plus une déformation est récente, et plus, bien sûr, la faille qui a pu le déformer a joué récemment. C'est ainsi que le long de la faille de la Trévarès, le CEREJ a pu probablement découvrir la rupture qui a été générée par la faille lors du séisme de 1909 au moyen d'une tranchée qu'on appelle paléosismique. Donc ça, ce sont le genre d'analyses scientifiques qui sont faites avec une panoplie donc assez variée, ça va même jusqu'à des reconnaissances géophysiques profondes, et c'est l'ensemble de ces données qui permettent d'appréhender ce qu'on appelle le potentiel sismique des failles. Mais où en est-on du règlement de la construction? Construction neuve, je dirais que les choses sont relativement bien formatées. Il y a les règles parasismiques, par exemple, qui définissent des principes constructifs et des règles de calcul, etc., qui permettent de concevoir les bâtiments. Aujourd'hui, avec sérieux et rigueur. Rénovation, c'est un peu différent. Il y a aussi, bien sûr, l'application des règles parasismiques qui est à prendre en compte. La seule chose, c'est que c'est un domaine dans lequel c'est beaucoup plus difficile de les prendre en compte, vu qu'on est dans un milieu très hétérogène, c'est-à-dire où on a différentes structures qui peuvent se superposer, des pierres, du bois, de la terre. Et là, il y a une approche qui est un peu différente et un peu plus peut-être intuitive que mathématique. Qu'en est-il du risque sismique sur les installations nucléaires? Pour la région PACA, les installations nucléaires sont essentiellement concentrées sur le centre de Cadarache du commissariat à l'énergie atomique. Il y a aujourd'hui au niveau du parc 18 installations nucléaires dédiées essentiellement à la recherche et à l'expérimentation. L'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, demande à l'exploitant de prendre en compte le risque sismique dès la conception de l'installation, mais également tout au long de la vie de l'installation via des réévaluations du risque sismique. Du point de vue des exigences réglementaires, elles concernent à la fois la connaissance de l'aléa, mais également la démonstration que les bâtiments tiennent au séisme. Nous ne pouvons pas prédire avec certitude l'occurrence d'un tremblement de terre sur du très court terme. Nous avons des techniques qui permettent d'envisager des prévisions court terme, mais comme ces techniques sont basées sur une physique qu'on connaît encore que très peu, la prévision reste somme toute relativement peu fiable. Depuis 100 ans, la connaissance des facteurs de vulnérabilité des constructions a beaucoup progressé, grâce à l'analyse des destructions dues à de nombreux séismes dans le monde. C'est à partir de ces observations qu'ont été définies les méthodes de construction parasismique. Afin de réduire le risque d'effondrement des bâtiments à la suite d'un séisme, la France a mis en place une réglementation basée d'une part sur le zonage de l'aléa et d'autre part sur le respect de règles constructives. Le zonage de l'aléa définit 5 zones, de très faible à moyen sur la France métropolitaine et allant jusqu'à fort sur les départements d'outre-mer. Les règles constructives, PS 92, vont être remplacées par des règles européennes, EC 8. Elles s'appliquent aux constructions neuves. Cependant, il reste à ce jour des réponses à donner sur le bâti ancien qui devraient faire l'objet de renforcements pour diminuer son éventuelle fragilité. Qu'est-ce qui se passerait si le séisme de 1909 se produisait demain ? On a pour ça des modèles qui permettent de calculer et d'estimer les dommages. D'une part, en fonction du phénomène lui-même, qu'on va modéliser, simuler, le phénomène tremblement de terre, la vibration, avec toutes les composantes qui interfèrent dans son calcul, la géologie, la topographie. Et puis d'autre part, bien évidemment, il y a l'autre composante qui est fondamentale, qui est la construction, le bâti. C'est le bâti qui tue, c'est pas le séisme, c'est le séisme qui casse les bâtiments qui tuent les gens. Ce bâti, il a énormément évolué depuis 1909. On
était dans le monde rural, on est dans une zone qui démographiquement a explosé. Globalement, ce qu'on peut dire si un séisme de 1909 se reproduisait maintenant, c'est que l'impact de ce séisme, même si on ne veut pas dire avec précision le nombre de morts, s'il serait plus important ou moins important, globalement l'impact serait beaucoup plus important, tant en termes économiques qu'en termes de bilan humain. Le nombre de sans-abri serait considérable, qu'en termes de complexité de la gestion de la crise. Chaque citoyen est acteur de sa propre sécurité et pour l'y aider, les mairies mettent à la disposition du public un document d'information communale sur les risques majeurs appelé DICRIM. Il permet de connaître les risques, les moyens d'alerte et de savoir comment se mettre au mieux en sécurité. Il définit les itinéraires d'évacuation et les points de regroupement. Lors de toute transaction immobilière, il y a obligation d'informer l'acheteur ou le locataire de l'existence d'un risque si celui-ci est notoire. Sachant que l'isolement dans les premières heures d'un séisme est très probable, il faut se préparer à l'événement par la mise en place d'un plan qui identifie qui fera quoi et comment, au cas où un événement grave arriverait. Ce plan est établi au niveau de l'État, des communes, mais aussi auprès des établissements scolaires et même des familles. Le plan communal de sauvegarde des communes de Lambesc et Pélissane a été testé en mai 2009. Le scénario est celui d'un séisme comparable à celui du 11 juin 1909, isolant la commune pendant quelques heures, sans électricité et sans téléphone. Le maire, les centres de secours des pompiers, la gendarmerie, les services municipaux, les écoles et le collège ont testé les procédures d'alerte. On a pu ainsi évaluer la remontée de l'information, les capacités à venir en aide à la population, à organiser l'évacuation des victimes et des blessés et le recours aux ressources intercommunales. Même si c'est un exercice, il y a une certaine pression, il y a une certaine émotion, les gens sont complètement dans l'action et donc il y a des difficultés à faire cette reconnaissance dans les temps que nous le souhaiterions. Donc ça a été une phase longue et en même temps c'est la phase probablement, en tous les cas moi, qui m'est apparue la plus importante parce qu'on doit vite comprendre ce qui se passe pour prendre les bonnes décisions. La population a dû se demander ce qui se passait sur Pélissane. Je crois que c'est important de leur prouver que le maire, les élus de la commune sont là aussi pour veiller sur leur sécurité puisque nous sommes une commune à risque étant donné qu'on va fêter le 100e anniversaire donc, du séisme de 1909. Mais je crois que c'est important d'être prêt au cas où il y aurait une catastrophe sur la commune.